D'une part, nous devions démontrer, surtout pour nous-mêmes d'ailleurs, les capacités de l'appareil sous-marin, donc du mésoscarpe Ben Franklin, et montrer qu'il pouvait effectivement rester un mois en mer, en profondeur, et faire vivre l'équipage. D'autre part, nous avions les problèmes océanographiques que nous voulions étudier, j'y reviendrai dans un instant. Et troisièmement, la question qu'on appelle en anglais le life support, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie à bord, et qui a été étudié en particulier par les experts de la NASA en relation étroite avec notre expérience. Eh bien, c'est très simple. J'étais pilote de ballon, j'avais déjà fait une série de belles ascensions. Et dès qu'on va en ballon, on a toujours envie d'aller plus haut, plus haut, plus haut. Oui. Alors, ça suffisait de me donner envie de monter. Maintenant, il fallait deux prétextes. Et raison majeure. L'une, c'était, j'étais physicien et ça m'intéressait d'aller au-devant des rayons cosmiques pour vérifier certaines hypothèses relatives à ces rayons qui étaient très mystérieux à ce moment. Oui. Et puis l'autre raison. Oui, je vous en prie. Oui, l'autre raison, c'était que je voulais montrer qu'on peut voyager dans une cabine étanche, fermée. Ah, voilà. Je voudrais encore dire pour le ballon stratosphérique, vous me demandiez les buts que j'avais. Oui, oui. L'un des buts, et peut-être le principal, c'était de construire une cabine étanche, pressurée. Oui, ceci évidemment est très important, puisqu'à cette époque, on ne songeait pas du tout. On ne songeait pas, et quand j'ai demandé les crédits, il fallait justifier. Oui. J'ai expliqué que, à mon avis, les avions de ligne devaient aller plus vite qu'ils n'allaient alors ils allaient à peine plus vite qu'un express. Et pour aller plus vite, il fallait qu'ils montent plus haut. Et il fallait qu'ils montent plus haut pour moins de résistance. Et du moment qu'il est plus haut, il fallait cabine étanche pour que les hommes puissent respirer. Oui. Et maintenant, plus personne ne s'étonne de monter à 10 000 mètres en avion. Mais à ce moment-là, on avait peur de faire, et quand je l'ai proposé, les constructeurs disaient non, ça ne va pas, on ne peut pas. On avait peur de toutes sortes de difficultés, puis ça allait très bien. Ouais, c'est ça, mais c'est tout. Et là, il n'y avait pas de radio à l'époque, donc on ne savait pratiquement rien. Et quand on ne sait rien, beaucoup de gens, et ça arrive dans la presse également, inventent et racontent n'importe quoi. Et alors les journaux ont annoncé des catastrophes épouvantables, qui n'avaient pas survécu, etc., que la cabine avait éclaté, que le ballon avait brûlé. Il y avait toutes sortes de choses aberrantes que personne ne pouvait savoir. Et je ne me rendais pas compte qu'on ne pouvait pas le savoir, que c'était de l'invention de petits scribaillons quelconques. Mais alors, ma mère était très très inquiète, mais tous nos amis étaient inquiets. J'ai un oncle qui était venu spécialement de Paris pour nous voir, essayer de nous réconforter, etc. Et ça a duré toute la journée, et c'est seulement le lendemain qu'on a appris par les journaux qu'il avait bien atterri. Il avait été sur un glacier à Gurgel en Autriche. Puis tout s'était très bien passé finalement. Parce qu'il faut dire qu'il avait pu monter, mais qu'il avait toutes les peines à redescendre. Voilà, parce que le départ avait été très très mouvementé, le vent s'était levé pendant la nuit, ce ballon était immense, de beaucoup le plus grand ballon du monde à l'époque, et incidemment à peu près la dimension du ballon de mon fils maintenant, et le départ était très difficile, et les gens, alors mon père était dans la cabine, porte fermée, plus de contact direct, vocal, disons, avec les troupes qui manipulaient le ballon à l'extérieur, et il n'a pas pu savoir que la situation était si critique qu'il a fallu rajouter un certain nombre de cordes pour tenir le ballon. Et au dernier moment, ces cordes ont été enlevées, sauf une. Et cette corde s'est emmêlée dans la corde de la soupape, ce qui fait mon père n'a plus pu manœuvrer la soupape. Et comment a-t-il pu redescendre? Alors, voilà la question que lui a posée son assistant, qui faisait, je crois, son premier vol à ce moment-là. Il ne peut pas être rassuré. Son assistant a eu peur. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On est perdu. Mon père a dit, mais vous n'avez jamais vu un ballon qui reste indéfiniment en l'air. Le ballon finit par redescendre, toujours. Et en particulier, ce type de ballon redescend toujours le soir. Et il a dit, vous verrez, le soir, quand le soleil se couchera, le gaz se refroidira, et le ballon reviendra plus lourd, et il descendra avec une confiance totale. Pour lui, c'est une expérience de laboratoire. Alors,
Alors évidemment, c'était un petit peu angoissant quand même, parce qu'ils ont dû économiser l'oxygène et l'alcali pour l'acide carbonique, c'est évident. Donc mon père a dit à son assistant, maintenant, vous ne parlez plus sauf si c'est absolument nécessaire, vous restez tranquille, vous respirez tout doucement, parce qu'on va employer nos dernières gouttes d'oxygène pour le vol. Et alors l'amorce de la descente s'est faite, mais un peu plus tard que prévu, parce que le ballon avait une très grande inertie, étant aussi grand que ça. Et finalement, il est redescendu et il a atterri aux environs de 9h du soir. Quand mon père est monté dans la stratosphère la seconde fois, en 1932, il était habillé en sport. Vous vous rappelez que l'année précédente, il avait atterri sur un glacier. Bien sûr. Bon, je prends un costume sportif pour atterrir n'importe où. Et tout s'est très bien passé. Le soir, il a été reçu à Desenzano, près de là où il avait atterri, par le maréchal Balbo, un des grands maîtres italiens de l'époque. Et Balbo lui a dit, Monsieur Picard, est-ce que vous connaissez Venise, qui était à 300 km de là? Balbo a dit, ça n'a pas d'importance, vous inquiétez pas, venez comme vous êtes. Eh bien, imaginez-vous que ce soir-là, dans cette grande salle remplie de dames décolletées avec des colliers, d'officiers avec des sabres dorés, des épaulettes formidables, etc., tout le monde était en uniforme, sauf mon père et Balbo. Et Balbo était venu en costume de sport pour dire, voilà, je vous amène quelqu'un qui vient de la stratosphère. Une des deux plongées fondamentales pour moi, c'est la première à 1000 mètres où j'étais avec mon père. Nous sommes descendus près de Capri, et tout s'est très bien passé. Vous vous rappelez comment il était, lui, à ce moment-là? Il était heureux, il était... Ah oui, il était heureux, naturellement, bien sûr, c'est évident. Mais je vous dis, pour lui, c'était une expérience. Au fond, il ne pouvait pas mettre la mer et l'océan dans son laboratoire. Ben là, il a construit un petit laboratoire pour le mettre dans l'océan. Moi, je peux vous raconter une petite aventure. Nous sommes descendus, on était pilotes entraînés du sous-marin, ni l'un ni l'autre, et la mer était un peu moins profonde à cet endroit que ce que la carte indiquait. C'était 1080 mètres, la carte indiquait 1200 mètres. On n'avait pas de sondeur à ultrasons, comme vous les connaissez, puisque vous avez plongé avec moi une fois, pour indiquer la distance du fond. Donc, on a, en résumé, on est arrivé un peu trop vite. Et on est entré dans la vase. Une vase, un sédiment extrêmement mou, on est entré de 1,40 m dans la vase, on ne voyait plus rien du tout. Alors quand on a réalisé ça, mon père m'a dit, puisqu'on est entré dans la vase, on en sortira, hein, c'est pas plus compliqué, on est entré parce qu'on était plus lourd, on va lâcher un peu de lest, et puis on s'allègera, puis on montera. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu en somme deux époques dans l'histoire du Trieste. L'époque européenne, italienne si vous voulez, qui était une époque technique, à laquelle les Italiens ont bien participé, nous ont énormément aidés. Et puis, une fois qu'on avait été au plus profond de la mer Tyrrhénienne, c'est-à-dire 3800 mètres, point de vue technique, c'était de la répétition. Tandis que pour les Américains, ce qui les intéressait, c'était les résultats strictement scientifiques. Ils voulaient que la technique marche, mais ils ne voulaient pas s'en occuper. Ils voulaient savoir ce qu'on pouvait faire avec le bathyscaphe. Alors quand ils ont vu qu'on pouvait effectivement descendre entre 3 et 4 000 mètres sans aucun problème, là ils ont vu que c'était sérieux. Et alors d'abord ils ont envoyé une équipe américaine d'une vingtaine de scientifiques qui ont plongé avec nous en Italie encore. Et puis comme tous leurs résultats étaient bons, ils ont dit est-ce qu'on peut avoir le bathyscaphe chez nous? Et là va se préparer la plongée la plus importante. Oui, c'est ça. Alors ils ont demandé naturellement à quelle profondeur pouvez-vous aller. Oui. J'ai dit écoutez, le bathyscaphe tel qu'il est maintenant est fait pour 6 000 mètres, mais il suffit de peu de choses pour l'envoyer à 11 000 mètres, pour l'utiliser jusqu'à 11 000 mètres. Alors ils ont dit d'accord. Alors là, je peux vous dire aussi, ils ont cherché partout. Je voulais faire une nouvelle cabine qui soit un peu plus résistante. La première aurait tout juste été, mais c'était un peu limite. Alors je vais faire une nouvelle cabine. Alors ils ont dit on va la faire en Amérique. Ils ont cherché des quantités de fabriques, demandé auprès de quantités de fabriques. Personne n'a accepté de la faire, sauf une qui a dit on veut bien la faire, ça vous coûtera un minimum d'1 million de $, mais si on la rate, vous payez le $1 million et si vous voulez, on en refera une autre. Moi j'ai demandé à Krupp. Krupp a dit 50 000 $ garantis. La différence. Alors, les Américains étaient ravis, très bien, faites-la chez Krupp, donc on l'a fait entièrement en Europe, et on l'a aménagé, on l'a installé sur le Trieste, à la place de l'autre, et on a fait quelques plongées d'abord en Californie, 1000 mètres, 2000 mètres, etc., et puis finalement, on a dit maintenant, on peut aller à 11 000 mètres. La maquette en grandeur naturelle de la cabine du bathyscaphe Trieste. Il s'agit spécialement de la cabine, la dernière édition, celle avec laquelle mon fils est descendu en janvier à 11 000 mètres. La cabine est donc en acier, paroi massive pour résister aux énormes pressions extérieures. Nous avons ici, vous voyez, l'intérieur avec tous les instruments. Les panneaux électriques, ici à droite, là les appareils pour régénérer l'air, là les manomètres,
manomètre, il y a encore un enregistrement qui montre la dernière descente à 11 000 mètres. Ici sont les tablards sur lesquels étaient des instruments. On a ôté cette partie des instruments pour qu'on puisse voir. Ici étaient les accumulateurs. Et parmi les instruments, peut-être que mon fils va vous montrer quelques-uns des instruments dont il s'est servi. Eh bien, le panneau principal de commande est ici au milieu. C'est lui qui contient les différents interrupteurs, en particulier les commutateurs qui servent pour lâcher le lest. Vous savez que quand nous sommes en bas, la seule façon de remonter que nous avons, c'est de lâcher du lest, et ceci se fait électriquement grâce à ces commutateurs. Il nous suffit de couper le courant des électroaimants pour que automatiquement le lest tombe, ce qui est donc un système d'une sécurité absolue. Parmi les autres instruments intéressants à signaler, on peut voir près du hublot une des caméras de cinéma, une caméra de photographie également. C'est en effet important de pouvoir enregistrer autant que possible tout ce qu'on peut observer sur le fond, étant donné que le fond est parfois très varié et que ce serait difficile de se rappeler tous les détails. De même, nous avons un enregistreur sur bande pour pouvoir faire des commentaires au fur et à mesure des observations, étant donné que pendant la plongée, nous sommes généralement dans l'obscurité et que nous ne pourrions pas écrire. Autour du hublot, vous voyez les différents câbles électriques qui permettent de commander les différents instruments qui se trouvent à l'extérieur du bathyscaphe, à l'extérieur de la cabine, en particulier les électroaimants, les moteurs, les projecteurs, les soupapes magnétiques, etc. Quand nous sommes sur le pont du bathyscaphe, nous descendons à travers le sas. C'est un puits qui traverse tout le flotteur et qui arrive pour se fixer ici autour de la porte. De là, nous pouvons entrer dans la cabine et depuis l'intérieur directement, nous pouvons fermer la porte, ce qui nous met tout à fait à l'abri de la pression et de l'eau. Cette porte se ferme très facilement. En réalité, sur la pièce véritable, il n'y a pas plus de difficulté que sur cette maquette. Un ressort compense le poids et un simple joint de caoutchouc placé ici à l'extérieur suffit de rendre le tout parfaitement étanche. Ça vous intéressera peut-être de savoir que pendant la dernière plongée, nous avions approximativement 3000 tonnes d'eau sur la porte ici, ce qui suffisait naturellement pour la maintenir fermée. Eh bien non, pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas de monstre. Et puis deuxièmement, si jamais on en voyait un, on serait obligé de lui donner un nom, et par ce fait-là, ça ne serait plus un monstre. Donc on ne peut pas en voir. Et puis vous savez, la plupart des animaux qu'on voit sur des reproductions dans des livres de zoologie, ces poissons qui ont des têtes grotesques, des dents énormes, des petits projecteurs à l'extérieur, qui sont très beaux et très intéressants à voir, ce ne sont pas des monstres, ce sont des tout petits animaux. La plupart de ces poissons n'ont que quelques centimètres de grandeur. Plus on descend, plus les animaux sont petits. Probablement, il peut y avoir des grands animaux. On admet maintenant qu'il y a des pieuvres très grandes, qui ont peut-être 10 ou 15, peut-être même 20 mètres d'envergure. Mais ce ne sont pas des monstres pour ça, n'est-ce pas? Et puis il y a des grands animaux, il y a par exemple des baleines qui descendent, en particulier des cachalots, qui descendent à plus de 1000 mètres de profondeur. Ça, on le sait très bien, mais ce ne sont pas des monstres non plus. Quant aux animaux même que nous avons vus au fond, eh bien, dans des plongées comme celle-là à 1000 mètres, par exemple, nous avons vu des poissons. Celui-là, c'est une espèce de... ça s'appelle un sablefish. C'est un poisson qui vit sur le fond et qui a à peu près à 1000 mètres de profondeur. Il a dans les 30 cm de long, à peu près 8 à 10 cm de large. C'est un beau poisson, mais qui n'a rien du tout de monstrueux. Et à toute grande profondeur, à 11 000 mètres, nous avons vu un poisson également. Pas tout à fait cet aspect-là, plutôt il ressemble à une sole, à peu près 30 cm de long, donc vous voyez, de nouveau rien de monstrueux. C'est très intéressant de voir ce poisson parce que ça montrait, d'abord on ne savait pas qu'il y avait des poissons à ce moment-là si profonds. On connaissait les formes de vie très simples, très rudimentaires à ces profondeurs, mais de poissons, jamais on n'avait pu prouver qu'il y en avait. Alors le fait que nous en avons vu un montre qu'il y a de l'oxygène. Et s'il y a de l'oxygène, ça montre qu'il y a des courants qui viennent de surface. N'est-ce pas? Et ça pose toute une série de problèmes physiques, océanographiques. Eh bien, nous avons fait par exemple des mesures de pénétration de la lumière extrêmement précises. Voilà justement une courbe qui a été tracé par les expériences faites au cours d'une plongée entre le professeur Yerlof de l'Université de Göteborg en Suède et moi-même, qui montre très exactement la pénétration de la lumière dans l'eau, jusqu'à près 600 mètres de profondeur.
Et puis nous avons fait en particulier des mesures de gravitation qui sont très importantes. Vous savez que la gravitation et les mesures de gravitation sont très importantes pour tout ce qui concerne la géologie, non seulement sur Terre, mais également sous-marine. Et jusqu'à l'époque du bathyscaphe, on ne pouvait pratiquement pas mesurer la gravitation en mer. Ça a été fait un petit peu dans certains cas exceptionnels, c'est extrêmement difficile. Mais maintenant, avec le bathyscaphe, on descend, on pose le bathyscaphe sur l'eau et sur le fond, et on fait les mesures dans de parfaites conditions. C'est absolument idéal. Et alors le son également Alors le son, alors ça c'est très important naturellement. Voilà par exemple cette barre horizontale que vous voyez un peu au-dessus du pont du bathyscaphe, qui a été littéralement chargée d'une centaine d'hydrophones, c'est-à-dire de microphones sous-marins, qui permettent d'écouter ces bruits, la position de ces canaux acoustiques dont je vous parlais tout à l'heure, et qui sont extrêmement intéressants à étudier. Bon, ce n'est pas le champ des études qui manque. Ce qui manque plutôt, c'est la possibilité de faire assez de plongées, étant donné que généralement dans une plongée, on fait une gamme d'expériences, soit en acoustique, soit en optique, soit en gravitation, soit en zoologie, mais il faudrait pouvoir en faire beaucoup plus. Parce que ça n'avait vraiment rien d'effrayant. Vous savez qu'on soit à 11 000, 10 000 ou 6 000, 1000 mètres, c'est la même chose finalement. Alors, on sait par calcul simple, c'est très, très facile de calculer la solidité de la sphère. Il y a d'autres calculs différents, mais ça en soi c'est solide, c'est facile. On savait parfaitement que la sphère tiendrait le coup. Il fallait s'assurer que tout joue bien, que l'essence circule dans les compartiments, que les températures soient conformes à ce qu'on attendait, que les vitesses soient conformes à ce qu'on attendait, etc. Tout ça, il fallait le contrôler, le surveiller, c'est pour ça qu'on est descendu lentement. Et à chaque pas qu'on faisait, j'étais content de voir que ça allait bien. Alors quand finalement on a vu, les projecteurs étant allumés, on a vu un vague rond lumineux sur le fond, c'est extraordinaire, voilà le fond à 11 000 mètres, et puis au fur et à mesure qu'on descendait, le rond a diminué son diamètre naturellement, et la lumière est devenue de plus en plus vive, et finalement c'était un magnifique éclairage qu'on avait à 11 000 mètres. Ben ça, on était content. C'est pas de la fierté, c'est être content, satisfait de réussir quelque chose qu'on a préparé pendant plusieurs années. Alors, on avait un appareil qui était fait pour 1000 mètres, 3000 mètres, on ne savait pas exactement, mais on a mis l'intensité maxima. Et pendant toute la descente, jusqu'à 4000 mètres de profondeur, on a communiqué. Et depuis 4000 mètres, on n'a plus rien entendu du tout. On est arrivé sur le fond, et au bout d'un moment, on s'est dit, on va quand même voir si par hasard, le téléphone marche maintenant, tout à coup, pourquoi pas. Et on a donné un message, on a dit, nous sommes à 11 000 mètres de profondeur, vous nous entendez, et puis comme c'était de l'ultrason, ça va assez lentement à 1500 mètres à la minute, aller-retour, ça a duré 14 secondes. Et on a regardé la montre, et 14 secondes après exactement, on a entendu un grand cri, ouah, bravo, je sais pas quoi, et donc ça a très bien marché. Alors il se trouve que le bateau faisait, si on peut exprimer comme ça, les 100 pas pendant que nous descendions, et de temps en temps il était trop loin, et il y avait des couches de réverbération et de réfraction qui faisaient que le son ne passait pas. Et par hasard, quand on était à 11 000 mètres, le bateau était juste au-dessus de nous. Il n'est pas possible, dans un laps de temps de 6 minutes, de raconter en détail les ascensions en ballon libre que j'ai pu faire dans les hautes parties de notre atmosphère grâce à l'intervention du Fonds national de la recherche scientifique belge. J'aimerais plutôt aujourd'hui vous donner un petit aperçu sur une question secondaire qui vous montrera combien la navigation stratosphérique peut devenir passionnante. Vous me direz tout de suite, pourquoi ballon libre? Pourquoi avez-vous pris le ballon libre? Ce n'est pas intéressant, actuellement on a l'avion qui vaut bien mieux. Eh bien oui, vous avez raison et tort en même temps. L'avion présente beaucoup d'avantages sur le ballon, mais l'avion n'a pas encore conquis la stratosphère. Il a tout juste pénétré dans les parties inférieures de cette partie de l'atmosphère.
s'agissait pour moi de monter et de travailler, j'avais besoin d'un engin qui fonctionne, c'est le ballon libre. En outre, j'avais l'idée qu'en montant en ballon libre dans la stratosphère, je montrerais que l'on peut vivre là-haut, à condition d'avoir une cabine étanche. J'ai beaucoup d'admiration pour les pilotes d'avions qui, grâce à leur sang-froid, à leur constitution physique, réussissent à franchir la limite des 10 000 mètres, mais je ne crois pas que c'est là l'avenir. À mon avis, les hommes qui supportent de vivre au-dessus de 10 000 mètres, même avec l'oxygène, sont des exceptions. Et si l'aviation doit venir régulière, commerciale comme on dit, dans la stratosphère, il faudra la cabine fermée. Eh bien, je suis heureux d'avoir pu montrer que cette cabine fermée, étanche, qui maintient la pression atmosphérique telle que nous l'avons normalement ici en bas, je suis content d'avoir pu montrer que cette cabine fonctionne très bien et qu'on se porte parfaitement bien dans cette cabine. Il suffit de donner un peu d'air frais régulièrement ou d'engendrer, de régénérer l'air par les moyens chimiques qui sont tout à fait dans le domaine courant. Vous me direz peut-être maintenant, mais pourquoi parle-t-on tant de l'aviation stratosphérique, puisque les avions marchent très bien dans l'atmosphère basse à quelques millimètres? Quel est le but de monter là-haut? Le voyage ne viendra pas plus court par le fait que l'on monte. Eh bien, il y a une raison. Il y a plusieurs raisons. L'essentiel, c'est la vitesse. Un avion ici en bas fait 150, 200, peut-être 300 km à l'heure, mais il ne peut pas aller plus vite, à moins de gaspiller de l'essence d'une façon prohibitive au point de vue commercial, au point de vue d'exploitation de l'île. Vous savez que plus on monte dans notre atmosphère, plus la densité de l'air diminue. Si l'on monte aux environs de 16 000 mètres, l'air n'a plus qu'une densité égale au 10e de la densité normale de l'atmosphère telle que nous l'avons au niveau de la mer. Eh bien, un avion, pour voler, il a besoin de vitesse et il a besoin d'air. La force portante d'une aile d'avion est proportionnelle au carré de la vitesse et à la densité de l'air. Si donc un avion veut voler à 16 000 mètres d'altitude, où l'air est 10 fois moins dense, il faut qu'il aille plus vite. Racine de 10 fois plus vite, c'est-à-dire à peu près 3 fois plus vite qu'en bas. Donc un avion qui, ici en bas, fait 200 km à l'heure, doit, pour voler à 16 000 mètres, avancer à raison de 600 km à l'heure. Mais il ne doit pas seulement, il peut aussi. Ici en bas, le même avion ne pourrait pas aller à une vitesse de 600 km à l'heure parce qu'il aurait une résistance d'air beaucoup trop grande. Là-haut, la résistance de l'air diminue dans le même rapport où diminue la force portante de l'air. Et par le fait que l'air est moins dense, l'avion peut aller plus vite. Et il aura en fait, éprouvera la même résistance et il rencontrera la même force portante de l'air en allant là-haut 3 fois plus vite ici en bas. Il consommera la force, toutes les forces seront les mêmes, mais les vitesses étant 3 fois plus grandes, le moteur devra fournir un travail 3 fois plus grand. Il consommera 3 fois plus d'essence à l'heure. Mais comme il avancera 3 fois plus vite, l'avion consommera la même quantité d'essence mesurée aux 1000 km parcourus. Si nous réfléchissons un peu, on voit que rien ne s'oppose à ce que l'aviation utilise cette stratosphère pour les voyages l'avenir. Là-haut, nous avons le beau temps éternel. Jamais de nuages, jamais de brouillard, jamais de formation de lacs, jamais des trous d'air, donc bien-être aussi pour les passagers, et très grande sécurité. L'avion aura, je vous ai dit, 3 fois plus de force motrice. Donc 3 moteurs, mettons, au lieu de 1. Et si un moteur est en panne, eh bien l'avion pourra toujours descendre quelques millimètres et continuer avec 2. Il pourrait même encore avec un moteur, évidemment en marchant plus lentement, avancer et traverser encore l'Atlantique. Vous voyez donc que New York sera à une petite journée de l'Europe. On pourra le matin s'embarquer pour entendre le soir
un concert à New York. Voilà un rêve d'avenir. Et je puis terminer cette petite causerie en exprimant non seulement mon espoir, mais ma conviction que ce que je viens de vous dire ne restera pas longtemps un rêve d'avenir, mais sera bientôt réalisé. Si nous voyons à quelle vitesse tous les progrès se font, nous pouvons espérer sincèrement que les progrès dont je vous parle pourront être très prochainement réalisés. Monsieur le professeur, lors de notre dernier entretien, vous nous avez précisé que vous étiez monté à 16 900 mètres lors de votre seconde tentative dans la stratosphère. Vous avez également construit une nouvelle nacelle et je crois qu'il faut préciser que ces deux nacelles étaient les premières cabines absolument étanches pour aller dans la stratosphère. Oui, c'est la première fois qu'on a utilisé le principe de la cabine étanche ayant gardant la pression atmosphérique normale pour aller dans des régions où l'atmosphère est irrespirable. Et je suppose que la construction de ces nacelles vous a demandé beaucoup de temps et beaucoup de soucis. Est-ce que vous voulez nous dire d'abord combien de temps avez-vous passé pour les calculs? Oh, c'est pas assez long. C'est long parce qu'il faut étudier beaucoup de petits détails. Oui, par exemple. Eh bien, mettons les fenêtres. Oui. Enfin, il y a des fenêtres, il y avait 8 hublots. Oui. Mais il faut éviter que le hublot intérieurement se couvre de buée. Là, pour isoler, il fallait avoir 2 fenêtres avec un espace d'air entre deux. Et il fallait une distance hygroscopique entre les 2 fenêtres pour que cet espace d'air ne fasse pas d'humidité. Et puis il faut que ça soit bien étanche. Oui. Et puis il faut qu'en cas de rupture d'une fenêtre, on puisse la fermer instantanément avec un couvercle métallique. Et puis il faut que les portes soient faites de façon à ce qu'on puisse sortir rapidement. Donc la porte se ferme, c'est le couvercle qui se met de l'intérieur et qui est tenu par un câble extérieur et une seule vis. Et cette sphère en aluminium, comment était-elle composée? D'une seule pièce? Elle est c'est-à-dire faite 3 pièces de tôle d'aluminium, oui, soudées, battues au marteau sphérique et soudées, les 3 pièces sont soudées ensemble, ça ne fait qu'un morceau. Combien de temps estimez-vous le travail nécessaire pour la préparation? Oh, je ne sais pas vous dire, mais il faut en tout cas 6 mois. Ça dépend si on sait exactement comment ce sera. Oui. C'est vite fait. Mais il faut faire des essais. Tout, il faut en tout cas compter 6 mois, une année. Ça dépend de combien on a réfléchi d'avance. Parce que vous avez fait des essais sur des maquettes dans vos laboratoires avant. Pour certaines parties, pas pour la sphère, là. Mais directement adressé à l'industrie, mais il fallait encore trouver un constructeur. Ah oui, justement, je voulais vous demander, qui vous a construit cette nacelle? Eh bien, d'abord, je me suis adressé à la grande industrie de l'aluminium. Et là, on a refusé de faire. Oui, on a refusé. Ils n'ont pas dit, mais ils ont pensé, c'est un professeur qui est fou, il va se tuer, après il va réclamer que c'est faute de la cabine. Oui. Alors, finalement, je me suis adressé à un fabricant, en somme, qui faisait des cuves pour la bière. En Belgique, la bière se fermente dans des cuves d'aluminium. Oui. Et je n'ai d'abord pas dit de quoi il s'agissait, j'ai dit que je voulais une sphère de telle et telle dimension, telle chose. Alors l'ingénieur discute avec moi, et finalement il m'a demandé à quoi est-ce qu'elle doit servir. Il y aura de la pression intérieure, c'est non, intérieure, pression ordinaire. Extérieure, il y aura la dépression de la stratosphère. Et moi-même je serai dedans. Alors j'ai cherché le directeur, vu que c'était plus sérieux, et ils ont fait la cabine. Et vous n'avez pas eu de difficulté lors du transport de la cabine de Belgique en Suisse? Non, ça c'était en camion, ça c'était très facile. Oui. Je dis ceci parce que je crois que le départ de la seconde expérience a eu lieu à Dubendorf. À Dubendorf, parfaitement. En 1932. Parfaitement. Pour quelle raison Dubendorf? D'abord, j'avais M. Tidlingham qui s'est offert d'organiser tout le départ avec tous les hommes et tout ce qu'il faut à partir de Zurich. C'est une raison, il a très bien fait ça. Ensuite, la première fois à Augsbourg, nous avions eu des ennuis avec le vent. Oui, vous l'avez raconté. Dans une plaine de haut plateau de Bavière, très souvent balayé par les vents. Et je savais, parce que je connaissais Zurich, que Dubendorf est dans une cuvette et que s'il fait beau temps, une nuit claire, l'air de la cuvette se refroidit par rayonnement. Et le matin tôt, il n'y a pas trace de vent parce que l'air froid reste au bas de la cuvette. Si bien que vous pouvez monter verticalement. On peut monter verticalement, on ne risque pas il ne s'agit pas de monter, il s'agit de gonfler le ballon et ne pas être ennuyé par les coups de vent qui peuvent venir. Alors il fallait partir avant au lever du soleil, pas plus tard. Et vous avez dit qu'il fallait qu'il fasse beau. Avez-vous attendu quelques jours? Oh oui, ça a duré, pas quelques jours. Ça a duré, 3 semaines, je crois. Une fois, nous croyons que le temps était tout à fait beau. L'après-midi, encore tout beau, on a commencé à sortir le ballon quand j'ai reçu un coup de téléphone
de M. Jomot, météorologue belge de Bruxelles, qui m'a annoncé que je pouvais avoir des orages la nuit. Et on a tout de suite replié le ballon. Qui était déjà gonflé? Non, pas gonflé, mais on le sortait déjà. C'est ça. Malgré les protestations de la presse, qui trouvait que c'était beau temps qu'il fallait partir, et la nuit, on a eu l'orage et la pluie. Vous avez dit que pour que le départ puisse avoir lieu à la verticale, il fallait partir très tôt le matin. À quelle heure vous envolé? À 5 h du matin. 5 h du matin. Et vous avez atterri à quelle heure? 12 heures après, à 5 h d'après-midi. Très exactement 12 heures après. Oui, exactement 12 heures. 16 900 mètres. Comment avez-vous pu mesurer cette altitude? C'est très simple. Il y a deux moyens. Nous avions des baromètres. Oui. Du reste, barographes, scellés, contrôlés, n'est-ce pas, étalonnés et scellés par l'aéroclub. Et d'après la dépression, on peut calculer exactement l'altitude à condition que l'atmosphère soit ce jour-là normale, c'est-à-dire d'après la moyenne. Et d'après cette formule, nous sommes arrivés à 16 200 mètres. 16 200. Alors, pourquoi 16 900 alors? Alors, attendez. Depuis la Terre, on peut avec le théodolite aussi observer. Ah oui. Alors, on est indépendant des erreurs de baromètre. Et il se trouve qu'il y avait un ingénieur topographe dans les Grisons qui nous a vu passer. Il a une idée. Il a téléphoné à deux autres qui étaient dans deux parties différentes des Grisons. Le ballon Picard passe au-dessus du canton, prenons-le de minute en minute. Et de minute en minute, chacun avec théodolite relevait élévation azimut du ballon. Après, c'est un simple calcul qui a montré toute le trajet du ballon. Et c'est ainsi que vous êtes arrivé à cette altitude de 16 900 mètres, qui est l'altitude officielle, je crois. Non, officielle, c'est les 16 200. Je vous imagine dans ce ballon. Je suis certain que vous vous livrez à vos travaux scientifiques. Vous devez certainement aussi regarder par les hublots. Et je voudrais savoir quel est votre horizon terrestre. Que voyez-vous? Eh bien, on peut calculer facilement que si l'atmosphère était parfaitement pure, oui, on verrait depuis cette altitude à 450 km de distance. C'est-à-dire qu'on verrait en tout une surface circulaire de 900 km de diamètre. 900 km de diamètre. Donc, on pourrait voir une distance, on pourrait voir simultanément Londres et Milan, par exemple. Oui, ça doit être ça. Si on était en France, dans les environs de Dijon ou Nancy, je ne sais pas exactement, c'est ça, oui. On verrait l'air calme, tranquille, sans brume, on verrait Londres et Milan en même temps. Et quelle surface de terre alors voyez-vous? Eh bien, un cercle de 900 km de diamètre, ça fait à peu près la surface de la France. À peu près la surface de la France. Est-ce que à cette altitude-là, on peut voir le rayon de courbure de la Terre? Probablement qu'on le verrait si on regarde exactement avec une règle, on pourrait certainement constater que la Terre est courbe. Mais à travers le hublot, nous n'avons pas remarqué, ça ne frappe pas. Est-ce qu'à pareille altitude, l'attraction terrestre diminue déjà? Est-ce que c'est sensible? Ça dépend de l'instrument. On perd 1 pour 1000 du poids en montant de 3000 mètres. Nous avons donc un demi% de perte. C'est-à-dire sur 100 kg, on perd un demi-kilo de poids. Avec une balance dynamométrique, alors ça, on pourrait parfaitement le constater. Et quelle température avez-vous eu à cette altitude? Eh bien, l'extérieur a des températures dans la stratosphère qui sont entre 50 et 70 degrés de froid. Et l'intérieur ça dépend de la couleur du ballon, de la nacelle. Couleur de la nacelle, oui. Si la nacelle est trop foncée, on a trop chaud, si elle est trop claire, on a trop froid. Comment se faisait la régénération de l'air à l'intérieur de la nacelle? Oh, c'est très simple. On doit absorber l'acide carbonique qu'on respire, qui devient toxique. C'est l'essentiel. En outre, on ajoute l'oxygène qu'on a employé. Est-ce que cette nacelle était absolument étanche ou est-ce qu'il y avait quelques fuites d'air? Oh, il y avait peut-être un petit peu de fuite, mais il n'y avait pas de mal parce que j'ai laissé baisser la pression. La première fois, il y avait une fuite par accident. Mais la seconde fois, ça tenait bien. La pression, je crois, baissait lentement, mais comme on a un excès d'air et d'oxygène qu'on donne, il n'y a pas de mal de perdre un petit peu. À quelle altitude avez-vous fermé le trou d'homme? Fermé en montant. La première fois à Augsbourg, nous étions partis fermés, c'était une faute. Et pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas surveiller, on ne pouvait pas contrôler les cordes et tout. Il y a eu des fautes qui ont été commises. La seconde fois,
je suis parti cabine ouverte et je n'ai fermé qu'à 1500 mètres d'altitude. Et à quelle altitude avez-vous réouvert le trou En d'homme? descendant un peu en dessous de 4000, je crois 3900. Un peu en dessous de 4000. Mais alors vous avez dû opérer une compensation d'air. C'est-à-dire, on voit donc le baromètre extérieur qui montre la pression augmente tout le temps pendant la descente. Et à l'intérieur, on a une pression normale, on ouvre un robinet, sans que la pression intérieure baisse, lentement. Et au moment où il y a égalité de pression, à un moment exact, quand les deux manomètres donnent la même chose, on ouvre la porte. On peut l'ouvrir. Parce que je pense qu'avant, il était impossible de... Avant, on ne pourrait pas l'ouvrir. Aviez-vous la radio à bord? La seconde fois, oui, nous avions la radio. Et vous aviez contact permanent avec le sol? Non, nous n'avons pas. Tout le temps, nous avons des rendez-vous toutes les 2 heures, je crois. Pour ne pas user les batteries, je pense. Oh, et puis par exemple, autre chose à faire. Écoutez, on avait observé, et puis ensuite, on voulait aussi voir un peu la vue, vous savez. Eh bien justement, je suis heureux que vous me disiez ça, monsieur le professeur, car je voudrais maintenant ne plus m'adresser aux savants pendant quelques instants, mais à l'homme. Quelle a été votre impression d'homme à pareille altitude? C'était grandiose. Il faut dire déjà qu'une ascension en ballon ordinaire libre est parmi les plus belles choses qu'on puisse voir. La vue qu'on a et la tranquillité, le calme, on passe tranquillement au-dessus de tout le pays, on voit les arbres qui sont plus ou moins pliés par le vent, soit même on ne sent aucun vent, et on ne sait pas où on va. Et je trouve ça c'est très joli en ballon, parce que c'est l'aventure. On sait qu'on atterrira en tout cas, et quand on part de Suisse, il n'y a pas de danger de mer en général. Donc mais ce sera la surprise. Est-ce qu'on arrivera là-bas? Est-ce qu'on arrive dans une forêt, près d'une ferme, près d'un village? Et c'est très joli. Alors, en ballon stratosphérique, la vue est grandiose. La première fois, nous avons eu des nuages. Et c'était très beau de voir les nuages par haut. Vous connaissez les nuages vus d'en bas. Bien vu d'en haut, c'est une mer de brouillard avec ces gros cumulus qui montent à 6000 mètres ou 8000 mètres. Nous étions au-dessus. La seconde fois, il n'y avait pas de nuages du tout. Vue très étendue, au-dessus de la Suisse. La première fois, nous étions au-dessus du Tyrol, que je ne connaissais pas. Alors c'était un beau sommet, mais c'est tout. Tandis que la seconde fois, c'était en Suisse, passé de Zurich, Rapperswil, Coire, Bernina, Lac de Garde. Eh bien, j'ai vu toute une grande partie des Alpes suisses, beaucoup de sommets que je connais où j'avais été, et d'autres sommets que ça connaissait de nom. Et de voir tout ça, d'identifier les différents sommets, c'était tout ce qu'il y a de plus beau. Vous avez eu le temps de vous en occuper? Malheureusement, pas beaucoup. Pas assez à votre goût? Pas assez. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas tout regardé. Je ne peux pas même vous dire si on voyait le Mont Blanc. On le voyait certainement, mais je n'ai pas regardé le Mont Blanc. Il faut dire que pendant ce temps, on faisait mesure et qu'il ne fallait pas se couper, il ne fallait pas se déplacer pour ne pas gêner l'électromètre. Sauf que j'étais à une fenêtre, je regardais pour une fenêtre, mais je ne voulais pas aller aux autres hublots pour regarder dans d'autres directions. Et qui pilotait? C'était vous? C'était moi qui pilotais, c'était la seconde fois. La première fois Kipfer, la seconde fois Cousins qui faisait l'observation. Qui faisait les mesures. Vous redescendez, vous atterrissez au nord de l'Italie, je crois. Oui, près du lac de Garde. Près du lac de Garde. Quelle a été la réception au sol? Oh, c'était très joli. D'abord, avant d'arriver au sol, déjà, on ouvre la nacelle, donc on a le guide-robe qui pend, et il est avantageux qu'on vous le tienne. J'ai vu des hommes courir, et j'ai crié en italien « Prego tenere la corda ». Savez-vous ce qu'on a répondu? Non. Yo professeur Haltet Sencho. Non, c'est pas possible. C'était un ingénieur suisse, un Suisse allemand, Zweifel, un Glaronnet, qui était dans la contrée, qui a vu le ballon descendre et qui est arrivé au moment de l'atterrissage. Ce n'étaient donc pas les personnes qui cherchaient à vous poursuivre? Non, ceux-là sont restés loin en arrière. Mais je crois que les Italiens vous ont fait également une belle réception. Ah, ils étaient tout ce qu'il y a de plus. Ils étaient italiens, maintenant. Oui. Alors ça veut dire qu'on était bien reçus. Le ministre de l'Air, Italo Balbo, est venu lui-même en avion. Il nous a reçus. En fait, il est venu, nous avons atterri le lendemain. À un moment donné, il m'a demandé qu'est-ce que vous faites. Il a dit, nous retournons en Suisse. Est-ce que vous connaissez l'Italie? J'ai dit non, très peu. Connaissez-vous Venise? Non, je ne connais pas Venise, mais il faut aller voir Venise. Excellence, ce n'est pas le temps. Eh bien, moi, comme ministre, je vous défends de quitter l'Italie avant d'avoir Venise. J'ai mon avion ici. Cet après-midi, je vais vous conduire par avion à Venise, et nous avons été à Venise voir Venise. Monsieur le professeur, quels ont été les résultats scientifiques de ce vol stratosphérique?
C'est très simple, deux choses. D'abord, le rayonnement cosmique dont j'avais supposé être n'existait pas. C'est dommage, mais en fait, c'est une expérience. Une hypothèse qui s'est révélée fausse, mais il fallait quand même la vérifier. Un résultat négatif qu'il était indispensable Qui d'acquérir. était pour moi, je pense cette possibilité qu'il y ait un fort rayonnement gamma. Il y avait un peu de gamma, mais très peu. Enfin, beaucoup moins que ce qu'il y aurait eu si mon hypothèse avait été juste. Mais alors l'autre aspect de cette expérience. Alors c'est la cabine étanche qui va bien. Les sceptiques qui ne voulaient pas qu'on ait des cabines, qui croyaient que c'était impossible, refusaient, ont vu que ça allait. Et puis à peine je suis arrivé, déjà la première fois, plusieurs constructeurs d'avions ont intéressé à cabine étanche. Et vous savez que depuis on fait des cabines étanches pour les avions. Vous avez vraiment été un précurseur dans ce domaine, car actuellement, je crois qu'il n'y a pas de vols internationaux qui ne se font pas dans la stratosphère. On a toujours avantage à monter dans la, pas tout à la stratosphère, Substratosphère. dans la haute troposphère, pour avancer plus vite avec moins de résistance et pour avoir le beau temps. Il faut bien dire, une fois qu'on est là-haut, la météorologie n'existe plus. Vous n'avez fait aucune tentative pour remonter dans la stratosphère après celle de 1932, mais il y a eu d'autres tentatives. Il y a eu celle de votre frère Jean, dont nous avons parlé déjà. Il a notamment fait une chose très intéressante dont vous pourriez peut-être nous parler rapidement, c'est sa Pléiade. Oui, il a montré que si on veut monter très haut, jusqu'aux environs de 30 000 mètres, qu'il y a avantage, on peut calculer avantage d'avoir un grand ballon, d'avoir une multitude, une centaine de petits ballons. Une grappe de ballons comme on en voit sur les champs de foire. Parfaitement, de ballons plus grands que ça. Bien entendu, Mais en fait, il a fait une ascension en petite altitude avec 100 petits ballons. Oui. Mais alors, pour redescendre... Eh bien, il a un pistolet et quand on veut descendre, on doit tirer contre les ballons pour crever un ou deux ou trois ballons et puis alors on descend. Donc il n'y a plus de soupape. Ah non, une soupape est impossible. Mais y a-t-il eu d'autres tentatives dans la stratosphère? Ah oui, vous savez que les Américains ont fait un grand ballon, l'Explorer, qui est monté à 22 000 mètres. Oui. Et première fois, il s'est déchiré en route parce qu'il avait été plié d'une autre façon. Seconde fois, très bien été. Les Russes ont fait une ascension un peu plus haut que moi, qui ont très bien réussi. Et puis la seconde fois, ils ont fait il y avait des petites fautes de construction, manœuvres, et ils sont bien montés à 22 000 mètres, mais à la descente, la cabine s'est détachée du ballon. Alors, ils avaient parfaitement des parachutes qu'il faut avoir en ballon stratosphérique, parce que tout est si léger, le matériel, qu'on sait que ça peut arriver. Donc ça, ça pouvait arriver. Mais ils n'ont pas eu le temps d'ouvrir en tombant, d'ouvrir la porte, parce qu'ils avaient 24 boulons à l'autre trou d'or. Oui. Ça montre, en fait, il faut que les détails soient justes, il faut être très critique. Et toujours savoir où sont les fautes, pas dire, ah, ça ira. Il faut se dire, est-ce que ça pourrait aller mal? Quand on voit le problème, on trouve une solution.